Ça déménage, saison 1, épisode 10. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise. Joëlle a 69 ans et après avoir perdu son mari il y a 10 ans, elle a fait le choix de louer les chambres vides de sa maison à des étudiants. D'une nécessité financière au départ, elle s'est créée un mode de vie et un vrai rôle de deuxième maman. Mais quels sont les secrets de Joëlle pour que cette cohabitation fonctionne ? Elle nous explique avec beaucoup de sensibilité ce que cet accueil lui apporte et conseille ceux que l'expérience pourrait tenter. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en me donnant votre nom, votre âge et la solution d'hébergement que vous avez choisie ? Mais bien sûr. Alors, je m'appelle Joëlle, j'ai 69 ans et je me suis retrouvée veuve il y a 10 ans dans un appartement relativement spacieux et j'avais le choix en fait entre déménager pour aller dans un 2 pièces ou un 3 pièces beaucoup plus petit et moins onéreux ou rester ici, mais les charges étant très élevées, je me disais finalement je pourrais héberger 2 étudiants. C'est le choix que j'ai fait et j'ai commencé donc depuis 10 ans à le faire en cherchant par relation au départ, par petites annonces dans les universités, dans les facs, dans les prépas, etc. Donc c'était un peu long, un peu compliqué. J'y suis parvenue au demeurant et voilà. Donc depuis 10 ans, je loge 2 personnes à mon domicile. Et comment vous avez fait pour trouver donc ces personnes ? Au départ, vous le faisiez vous-même ? Alors, au départ, je le faisais moi-même et c'était terriblement chronophage. Non seulement chronophage, mais en plus, avec une partie de risque quand même, que je dois souligner, parce que c'est pas parce que vous voyez une personne pendant 10 minutes et qu'elle vous fait excellente impression que par la suite, vous n'avez pas de surprise. Ça m'est arrivé par 2 fois, 2 jeunes filles. L'une était mexicaine et j'avais rencontré sa maman qui était absolument parfaite. Elle m'avait dit, vous allez voir, ma fille est absolument parfaite. Elle était beaucoup moins parfaite que la maman. Donc voilà, heureusement, elle n'est pas restée très très longtemps, mais voilà, elle n'était pas très bien élevée. Et la deuxième surprise un peu délicate, c'était, là aussi, j'avais rencontré la maman qui était parfaite. C'était une Turque arménienne et tout était bien, mais ça a été un peu compliqué avec la jeune fille. Qui n'avait jamais vécu à Paris d'une part, mais qui parlait très très bien français. Mais voilà, elle ne comprenait pas les mœurs françaises. Elle avait des problèmes avec son employeur parce qu'elle faisait un stage ici dans un grand hôtel. Elle avait des difficultés à se déplacer en métro. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais de toute façon, son stage n'a pas été mené à bout par son employeur, donc elle est partie aussi assez rapidement. Ce sont les 2 seules expériences un peu négative, c'était pas dramatique. Et tout le reste était des expériences avec des garçons. Et ça s'est toujours magnifiquement passé. Et est-ce que vous avez préparé des choses avant leur arrivée dans l'appartement ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un appartement qui s'y prêtait, dans la mesure où mes enfants étaient partis. J'avais donc une chambre, même 2 d'ailleurs, libre, avec leur salle de bain et leur WC. Donc là, c'était tout prêt. Il y avait déjà le lit, le bureau, tout était prêt. Et alors la seconde pièce, puisque je prends 2 étudiants, c'était au décès de mon mari. J'ai récupéré son bureau que j'ai transformé en chambre, en fait. Donc j'y ai mis un lit. Le bureau, je l'ai changé parce que le sien était trop grand, donc j'en ai mis un plus petit. Et dans la salle de bain, qui était une salle d'eau simplement, il n'y avait qu'un lavabo et un WC, et j'ai fait rajouter une petite douche. Comme ça, il a sa petite autonomie dans sa salle de douche. Voilà. Et en plus, oui, les aménagements complémentaires, j'ai mis un mini frigo dans chacune des chambres. Vous savez, ceux qu'on trouve dans les hôtels, qui sont un peu mini-bar, mais ça sert juste... on ne peut pas, évidemment, ni congeler des choses, ni maintenir de la viande pendant 15 jours. Mais enfin, ça dépanne quand même pour maintenir son beurre, son lait pour le petit déjeuner, etc. Et des bouilloires, ils ont chacun une bouilloire. Et il y en a un à qui j'ai mis également un petit micro-ondes. Et voilà. Comment vous avez eu cette idée d'accueillir des étudiants ?
Alors, accueillir, déjà, la première partie de votre question, accueillir, pour moi, c'était quelque chose d'évident. J'ai vécu en dehors de France toute mon enfance, en fait. Donc, j'étais très habituée à recevoir du monde, à accueillir, à échanger. Mes parents le faisaient beaucoup. Et pour moi, c'était absolument naturel. Et les gens que nous recevions, j'ai vécu en Afrique, les gens que nous recevions n'étaient jamais de notre famille. C'était toujours des étrangers, si je puis dire, enfin, des amis ou des relations. Donc, le concept d'accueillir, pour moi, m'est très, très familier. En outre, j'ai toujours pensé que la seule richesse dans la vie, c'était les rencontres. Donc, voilà, c'était une occasion de le faire. Des jeunes, alors la deuxième partie de votre question, pourquoi accueillir des étudiants? Parce que j'estime que, d'abord, j'adore échanger avec des jeunes. Je trouve que c'est un enrichissement. Et peut-être aussi ont-ils parfois quelques intérêts à échanger avec des gens qui ont un peu d'expérience. Il y a vraiment ce partage et cet échange entre vous qui est intéressant. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais, parce que il y a des services qui sont échangés. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, moi, personnellement, je ne demande rien. Enfin, ils sont en général bien élevés. Quand ils me voient partir pour descendre la poubelle, ils me disent « Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous la descendre. » Donc, ça se passe vraiment en très bonne intelligence. Autrement, moi, je leur demande rien. Il n'y a évidemment pas de course à faire. Je n'ai pas besoin, je suis en état de le faire. Alors, j'inclus également dans ma location le ménage qui leur est fait, parce que j'ai un homme de ménage et je me dis que voilà, ça leur évite de le faire. Et ils sont très contents, en général, parce que mon homme de ménage, par exemple, a été absent pour 15 jours. Je leur ai dit, ben voilà, vous avez Malo, vous avez Clément, vous avez l'aspirateur à votre disposition, si vous voulez. Aucun des deux n'y a touché. Mais bon, c'est pas grave. Oui, donc il y a un partage et après, il y a tout un aspect financier. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Il y a un contrat entre vous. Comment vous gérez l'aspect légal? Je trouve que effectivement, vous imaginez bien que c'est pour coupler à la fois cet apport financier, rendre des services à un étudiant et l'occasion de les rencontrer. Alors bien sûr, je pense qu'il est important d'avoir un cadre très précis. Cela se fait effectivement dans le cadre d'un contrat, d'une charte même. C'est une charte. Enfin, moi personnellement, donc dans les 7 premières années, 7-8 premières années, je le faisais seul. Donc je faisais effectivement un contrat de location lambda. Que j'ai trouvé sur Internet pour les étudiants, et voilà, c'était tout. Mais comme je vous ai dit, j'ai pu me tromper et c'était très chronophage et très angoissant. Je veux dire, ça apporte beaucoup d'anxiété parce qu'on se dit, oui, mais alors il y a un point d'interrogation toujours. Et depuis que j'ai rencontré, alors je dois dire que j'ai rencontré une société, enfin c'est une start-up qui s'appelle Colette Club et que j'ai trouvé sur Facebook, à vrai dire. Et le lendemain, ils étaient chez moi. Le surlendemain, ils m'avaient trouvé quelqu'un. Ils sont extrêmement efficaces, extrêmement intelligents parce qu'ils cernent vraiment la personnalité qui est la vôtre. Et donc, ils cernent aussi les profils des étudiants qui pourront matcher avec vous. Et je dois dire que c'est vraiment magique. Enfin, ça vaut largement la contrepartie financière qu'ils prennent en commission, bien évidemment. Je reviens bien sûr, il faut une espèce de contrat qui est d'abord moral, mais qui doit être écrit, je pense aussi. Chez Colette, notamment, ils ont une charte qui indique exactement ce que l'autre doit attendre de l'étudiant, ce que l'étudiant doit attendre de l'autre, quelles sont en fait un peu les obligations de part et d'autre, qui sont très claires. Alors, il y a évidemment des aspects qui sont plus mouvants. Par exemple, l'autre peut décider que la cuisine va être accessible de telle heure à telle heure. Moi, j'avoue que je suis un peu cool et que je les laisse venir quand ils ont envie, mais ils ont toujours été extrêmement discrets. Alors, si c'est l'heure où moi je dîne, on dîne ensemble. Voilà. Si c'est pas la même heure, bon, je peux redescendre, leur parler parce que j'ai un duplex. Voilà, ça se fait vraiment en douceur et je dois dire que j'ai jamais eu d'ennui, sauf avec justement la mexicaine notamment, qui faisait beaucoup de cuisine, très odorante et cette odeur montait dans toutes les chambres et vraiment ça c'était pas très agréable, je dois dire.
Mais autrement, voilà, en général, ça se passe très bien. On leur dit d'avance ce qu'on attend. Et puis, s'ils le font pas, vous leur faites des remarques. Et puis, voilà, ça s'arrête. Et si ça s'arrête pas, à ce moment-là, il faut qu'on s'explique. Mais voilà, autrement, évidemment, mes pièces à vivre sont les miennes. Ils n'ont pas le droit de recevoir des amis dans mon salon, par exemple. Non. Ils ont leur domaine, eux, c'est leur chambre, leur salle de bain, leur toilette. Et voilà. Et la cuisine, quand ils en ont besoin, bien évidemment. Alors, quand il fait beau, j'ai la chance d'avoir des petites terrasses. Quand il fait beau, ils ont le droit aussi, bien sûr, d'aller sur la terrasse, s'ils veulent prendre un café, s'ils veulent même prendre leur repas, parce que j'ai une table, voilà. Quand il fait beau, c'est très agréable. Une journée type, comment ça se passe? Est-ce que donc vous, chacun a sa salle de bain, mais est-ce que vous croisez le matin, le soir? Comment ça s'organise un petit peu? Oui, alors, comme ils sont étudiants, en général, ils ont des horaires variables, bien évidemment. Celui que vous venez de voir partir, par exemple, lui, il est à l'Institut catholique, il a des horaires pas très fixes, on va dire. Donc, écoutez, moi, je connais pas vraiment ses horaires d'ailleurs, mais il part le matin, il rentre, on se salue, voilà, en bonne intelligence. Si le soir il se fait un dîner et que je suis là, on le prend ensemble. Enfin, voilà, on échange un peu. Votre journée s'est bien passée, etc. Celui qui est au rez-de-chaussée, il fait un stage. Actuellement, il est dans une école de commerce. Il fait un stage à Paris. Il est provincial aussi. Et lui, il a des horaires très fixes. Il part très tôt le matin avant que je ne descende. Donc, je dois dire que je ne le vois jamais le matin. Et le soir, il rentre un peu tard, mais il nous arrive vraiment de nous croiser et on parle, on échange. Moi, ça m'intéresse dans une start-up d'informatique. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, il y a un échange vraiment très riche et très intéressant, je trouve. Ça, c'est mon bénéfice personnel non quantifiable. Voilà. Et combien de temps il reste en moyenne? En moyenne, entre 1 et 2 ans. Année scolaire, je veux dire. Oui, année scolaire. Oui, donc après... donc ça fait septembre à juillet, en gros. Voilà. Et en général, l'été, j'ai personne pendant 2 mois. Oui. Sauf si, il m'est arrivé également d'avoir un étudiant qui est resté 2 ans. Il était en prépa, donc les concours, ça durait jusqu'à fin juillet. Donc lui, il est resté jusqu'à fin juillet. Voilà. D'accord. Oui, ils arrivent en septembre, ils repartent au mois de juillet. Voilà. Et c'est lui qui m'a écrit ce petit poème, d'ailleurs. Ah oui, donc vous avez un petit poème, alors, c'est ça? J'ai ouvert un petit livre d'or pour mes locataires qui ont la très grande gentillesse de mettre un petit mot gentil. Et il y en a un, celui justement qui était en prépa, qui m'a écrit des vers. Je vais me permettre, il est assez court, de vous le lire. Alors, 4 étages jusqu'à chez vous, 2 années sous votre toit et votre présence surtout. Du matin au soir, trop longues équations et déjà nous devons nous dire au revoir. Pour ma maman de Paris, du fond du cœur, merci, signé Théo. C'est trop mignon, hein, vraiment. Non, mais en général, on lit vraiment des liens. Moi, je suis sûre que je vais continuer à le voir dans les années suivantes. Il est d'ailleurs à Sceaux actuellement. Il m'a dit, mais je peux passer un dimanche vous voir, vous rendre visite, et je suis sûre qu'il va le faire. J'ai gardé avec tous de très bonnes relations, sauf la mexicaine. Mais bon, c'est pas grave. J'ai survécu. Oui, ces liens perdurent, en fait. Ah oui, ces liens perdurent. Oui, c'est un petit peu... Alors, celui-ci me dit ma maman de Paris, mais c'est un petit peu mes enfants. Moi, je les traite un peu comme ça. Je dois vous dire que, par exemple, Clément, qui rentre tard, puis lui, parfois, il a des amis à Paris, mon autre locataire sort assez peu le soir. Mais je lui dis, Clément, vous me dites vers quelle heure vous rentrez pour que je ne m'inquiète pas. Et quand il va dormir chez un ami, ce qui arrive, je lui dis, mais vous me dites quand vous n'êtes pas là pour que je ne m'inquiète pas. Et voilà, c'est des relations très affectives, en fait. Très affectives. Parce que j'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens tout à fait bien élevés. Ça aussi, ce sont des valeurs qu'il faut absolument exiger dès le départ. Je pense que les valeurs que vous devez demander, ce sont, pour moi en tout cas, le respect mutuel, parce que c'est très important qu'on respecte la liberté de l'autre. Tout le monde sort, va quand il veut. Moi, j'ai instauré un système, oui, vous vouliez des exemples pratiques, j'ai instauré un système d'accrochage, de crochet à l'entrée de la porte.
sur lesquels chacun accroche son trousseau de clés. Parce que j'ai une alarme. Et lorsqu'on sort et qu'il n'y a plus de clés sur le porte-clés, en fait, ça veut dire qu'on est le dernier et donc on met l'alarme. S'il y reste encore un trousseau, on ne met pas l'alarme. Et idem, en rentrant, c'est pareil, voilà. Mais en rentrant, voilà. Mais je trouve que c'est un bon système, ça, parce que ça vous permet, tout le monde sait qui est là, qui n'est pas là. Voilà, on sait que la maison est occupée et que si quelqu'un a un renseignement à me demander, ils savent qu'ils peuvent me demander que je suis là. Enfin, voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça. Et donc, alors, le respect mutuel, parce que, voilà, dans le rythme, dans la façon de vivre, etc. La discrétion, bien sûr, c'est une condition essentielle. Ne pas faire de bruit, voilà. Ça, je pense que c'est évident. L'écoute, pour ma part, j'en fais... je suis toujours à l'écoute de mes locataires voilà, parce que je tiens à être bien chez moi et je tiens absolument à ce qu'ils soient bien chez eux. Et quand ils rentrent, j'aimerais qu'ils se disent, je pense qu'ils se le disent, « Ah, je suis content, je rentre chez moi. » Voilà. Ça, je pense que c'est aussi un élément important. La tolérance, bien évidemment, parce que chaque être humain est un individu à part et on est tous différents et on doit se tolérer les uns les autres. Bon, toujours en cohabitation, c'est une obligation, mais ça entraîne la dernière valeur que je trouve essentielle, c'est le savoir-vivre. C'est extrêmement important. Comme je disais précédemment, chacun est un individu séparément, différent de l'autre, mais au demeurant, il y a quelque chose qui peut être en commun et qui s'appelle le savoir-vivre. Et le savoir-vivre, c'est quelque chose qu'on acquiert dès la petite enfance. Et donc, si ce savoir-vivre n'existe pas, la cohabitation peut être difficile. Et voilà, ça, il faut y veiller parce que, voilà, c'est des délicates attentions. Je sais pas, je fais un gâteau au chocolat, par exemple. J'avais mes petits-enfants l'autre jour, on a fait un gâteau au chocolat. Ils sont allés porter une part de gâteau à mes 2 étudiants qui étaient ravis. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que la vie soit douce. Je pense que ça, c'est très important de savoir vivre. Ouais, c'est des valeurs importantes et vous les rappelez aux personnes, aux étudiants qui cohabitent avec vous Écoutez, jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu besoin de les rappeler parce qu'ils avaient ces valeurs. Si nécessaire, bien sûr, je les rappellerai, mais je me permets de reparler de la charte Colette parce que elle indique toutes ces valeurs aussi. Et donc, s'ils ne se reconnaissent pas dedans, je pense que ils ne se présenteront pas comme candidats. Voilà, c'est aussi simple que ça, je crois. Ah oui, la charte évolue d'ailleurs parce que j'ai vu que récemment mon dernier locataire avait la délicatesse d'enlever ses chaussures avant de rentrer dans la maison, ce que je trouve tout à fait bien et tout à fait, surtout en période de Covid, ma foi, pourquoi pas. Et il le fait très régulièrement, je n'ai rien eu à lui dire. Donc, je trouve que ça, c'est très, très bien. Enfin, voilà, des petits détails comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un duo gagnant-gagnant, quoi. C'est un deal... on joue à l'utile à l'agréable. Oui, c'est super. Et donc, aujourd'hui, comment vous vous sentez avec ce choix? Comment vous vivez ces cohabitations? Eh bien, je ne regrette rien et je vais continuer parce que je trouve, d'abord, j'en ai besoin, soyons honnêtes, mais je vais continuer parce que ça m'apporte beaucoup. Et comme mes étudiants ont l'air très contents et ravis, je me dis, écoute, c'est vraiment, encore une fois, c'est un deal gagnant-gagnant, quoi. C'est win-win. Gagnant-gagnant. Et je peux même apporter un complément tout à fait scientifique. J'ai lu récemment que l'Institut Max Planck a mené une étude avec l'Université de Bâle et il en ressort que, je cite, « Dans la perspective de l'évolution, la grand-parentalité est l'un des mécanismes ayant contribué à l'allongement de l'espérance de vie des êtres humains. Et ce mécanisme, j'en conclus, s'applique évidemment lorsqu'il ne s'agit pas des membres de votre famille. Je veux dire, tout tient dans la relation entre la personne âgée et le jeune. Donc, ça peut s'appliquer. Donc, l'espérance de vie s'accroît. Voilà, qui se plaindrait, hein? Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui aujourd'hui hésitent à accueillir un étudiant chez eux? Alors, je comprends cette hésitation, tout à fait. Et comme j'ai vécu les 2 façons de faire, c'est-à-dire moi-même de rechercher et de confier cette recherche à un organisme de confiance. Je répète, il faut qu'il soit de confiance. Bien sûr, j'applaudis à pleine main la seconde solution parce que je suis tranquille, je dors tranquille. Je sais que lorsqu'ils vont me présenter quelqu'un, bien sûr, j'ai le droit de choisir que je le veux ou que je le veux pas.
parce que dans cet organisme, en plus, il vous envoie une petite vidéo où l'étudiant se présente pendant 2 minutes, 3 minutes. Et là, on voit bien par la gestuelle, par la façon dont il regarde, dont il se présente, ce qu'il dit de lui, ce qu'il attend aussi de sa cohabitation avec une personne plus âgée que lui. On voit très bien quand même le profil de l'étudiant. Donc, on peut dire oui, on peut dire non, ça ne me convient pas, présentez-moi quelqu'un d'autre. Voilà, c'est cette facilité, cette fluidité, le mot est à la mode, cette fluidité que j'apprécie encore chez Colette, parce que on a la liberté à la fois du choix qu'ils nous proposent, et en même temps, ils ont fait tout le travail en amont qui est, je dois vous dire, pour moi, épouvantable. Vraiment, je garde un très mauvais souvenir de ces recherches et c'est très difficile. Donc, les conseils, c'est plutôt passer par quelqu'un qui fait ce travail pour vous, et la commission qui vous demande est vraiment méritée, vraiment. Un grand merci à Joël pour son témoignage. Et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.